Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va pouvoir parler donc du numérique et tout ce que Internet apporte en termes d'économie. On a 3 intervenantes qui vont pouvoir chacune relater leurs expériences. Alors à ma droite, vous avez Christelle Lecoq. Donc Christelle a longtemps occupé des postes de directrice dans la communication dans différentes entreprises, jusqu'à 2009 où elle a rejoint comme associée une start-up spécialisée dans la réalité augmentée où elle occupe le poste de directrice marketing. Les nouveaux usages du mobile et l'intérêt de créer des ponts entre le réel et le virtuel seront ses missions pendant 5 ans. En 2012, elle édite la première BD Cooking avec des QR codes qui permettront de savoir ce qui se passe réellement dans la tête des personnages. Et à la suite de cette expérience, elle se lance dans le monde de l'entrepreneuriat avec eSensory. eSensory, ça a pour objectif d'explorer toutes les facettes de la réalité augmentée à travers les écrans, les objets et les vêtements. Et en particulier aujourd'hui, Christelle s'est donné pour mission de vous faire vibrer lors de vos lectures en inventant BeSensory, la première application de lecture numérique connectée à un sextoy réagissant de manière différente au fil des pages. Bonjour Christelle, alors est-ce que tu peux nous présenter un peu mieux BeSensory? Bonjour Mathieu, tu as déjà dit l'essentiel, hein, mais effectivement, BeSensory, c'est une application de lecture, la première application de lecture de contenus érotiques qui sont synchronisés en fait avec différents objets, mais le premier est un sextoy, effectivement, avec un concept simple, lisez et vibrez, et avec aussi toute une phase de l'application qui permet en fait les jeux à deux, c'est-à-dire de pouvoir donner la main sur la télécommande à son partenaire à distance ou qui vous envoie des messages particulièrement vibrants. Voilà. D'accord, donc de nombreuses applications à mettre en place autour de BeSensory. Donc, à ma gauche, nous avons Beryl Bess. Donc Beryl a passé 15 années dans la banque et l'assurance. Elle s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale en 2009 en lançant son propre cabinet de courtage et d'assurance. Et pour obtenir du soutien, elle a rejoint de nombreux réseaux, et en particulier les réseaux féminins, où elle s'est rendue compte en fait, que la place de la femme était souvent mal représentée dans le monde de l'entrepreneuriat. Et de là, elle a pris une place importante, avec notamment la place de présidente de Agir avec elle pendant 4 ans. Aujourd'hui, Beryl s'est lancé un nouveau défi, un pari sur l'avenir de l'entrepreneuriat féminin en fondant Mayanona. Vous connaissez tous les plateformes comme Ulule, My Major Company et ces nouvelles entreprises de l'économie participative nommées crowdfunding. Mayanona, c'est exactement ça, c'est une plateforme où l'on peut participer au financement d'un projet en échange d'une contrepartie. Mais Mayanona est un projet qui ressemble à Beryl puisque cette plateforme de crowdfunding est 100% dédiée à l'entrepreneuriat féminin. Bonjour Beryl. Bonjour Mathieu, merci. Merci à tous, bonjour. Alors, petite question pour commencer. Est-ce que le BeSensory, par exemple, aurait eu sa place sur Mayanona? Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Mais ça s'étudie, hein. Une campagne de crowdfunding, ça se prépare. C'est une campagne de communication et de financement à un instant T dans la stratégie globale d'une entreprise. Donc, avec plaisir, on pourra regarder ça. Voilà. Et je voulais juste faire une petite remarque. Donc, on a obtenu la bourse French Tech et à partir de la rentrée, on lance le prêt. Donc on a la possibilité de faire du don avec de la contrepartie, mais aussi de faire, depuis le 1er octobre, la possibilité de financer dans le mode prêt des entreprises. D'accord, donc encore de nouvelles applications arrivées sur Mayanona. Voilà. Et enfin, à la gauche de Beryl, nous avons Marie-Amélie Frère. Alors, présenter Marie-Amélie, c'était un petit peu la question piège pour moi aujourd'hui. Cette hyperactive au CV bien rempli se définit elle-même comme digital enthousiaste sur le site Do You Buzz. Et en fait, quand on parcourt son CV, on se rend compte que ce titre n'est pas usurpé. Titulaire d'une maîtrise en lettres modernes, option PAO Web, d'un DEA lettres modernes et d'un master en gestion éditoriale et communication web, c'est tout naturellement qu'elle a occupé les postes de chef de projet web ou responsable éditorial. Mais Marie-Amélie a aussi l'âme d'une entrepreneuse ayant participé à la première promotion du programme The Cantillon, incubateur de start-up proposant une formation en accéléré basée pour les 2 tiers sur l'opérationnel et sur le tiers restant sur la théorie. Aujourd'hui, Marie-Amélie met toute son expérience au service de l'association Girls in Web. Comme Beryl, Marie-Amélie défend la place de la femme dans l'économie numérique, car Girls in Web a pour but principal la mise en avant des femmes dans le numérique et les nouvelles technologies. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Mathieu.
Alors, Girls in Web lançait sa plateforme sur Lyon hier. Alors, comment s'est passée cette rencontre avec les talentueuses lyonnaises? C'était très très bien. Je suis lyonnaise, je suis la présidente de cette association qui a été créée à Paris. Et le fait de pouvoir ouvrir une antenne à Lyon était non seulement un souhait à titre personnel, bien sûr, mais aussi une grande joie de voir, en fait, j'ai eu l'impression de me retrouver au début de Girls in Web il y a 5 ans à Paris. Et je souhaite longue vie à cette nouvelle antenne. Des femmes du Beaujolais se sont déplacées à ce lancement lyonnais. Pardon? Des femmes du Beaujolais se sont déplacées à ce lancement lyonnais. Mais bien sûr, il y en a certaines pas ici d'ailleurs. Et Beryl également, qui était là hier soir. Très bien. Et donc, aussi, dans Girls in Web, il y a un annuaire qui recense... vous avez créé un annuaire permettant de recenser à la fois l'entrepreneuriat, mais aussi toutes les compétences, toutes les créatives, en fait. En fait, Girls in Web a été créé sur le principe que les femmes manquaient de visibilité et qu'on travaille avec les gens qu'on connaît et qu'on connaît les gens qu'on voit. Et si on ne voit pas les femmes, on ne va pas travailler avec elles. La raison d'être même de Girls in Web, c'est que c'est cofondatrices, je ne suis pas une des cofondatrices, ces cofondatrices ont créé Girls in Web parce qu'elles ne se reconnaissaient pas dans les événements qui ne les représentaient pas, à vrai dire. Donc les expertes, c'est un annuaire d'un peu plus de 250 noms sur un nombre d'expertises très diverses. C'est aussi bien de l'entrepreneuriat que du marketing, que des choses très techniques, que tout ce qui compose en fait le numérique actuellement, où chacune d'entre elles a été sélectionnée sur des critères bien précis et peut potentiellement prendre la parole à n'importe quel moment sur chacun des sujets indiqués. Très bien, donc peut-être que Beryl pourrait se servir de cet annuaire pour repérer des personnes, ou sinon les personnes viennent directement à Mayanona proposer leur projet. Comment ça se passe pour proposer un projet sur Mayanona? Alors aujourd'hui, on n'a pas de projet en ligne. Par contre, on a reçu plus de 100 projets. On a fait 8 campagnes. Et là, j'en ai déjà 5 de sûrs pour la rentrée. L'idée est vraiment de maturer les projets. C'est-à-dire, aujourd'hui, je reçois des projets des fois à 300, 400, 500 euros. C'est pas l'objet de Mayanona. L'objet de Mayanona, c'est vraiment de créer de la valeur ajoutée et de donner un boost à cet entrepreneuriat féminin. Et un des freins qu'on a pu identifier, c'est justement le financement et la visibilité. Et pour ça, le crowdfunding offre ces 2 outils merveilleux à l'entrepreneuriat tout court. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de l'économie numérique, mais Mayanona, ce n'est pas forcément des projets numériques, ça peut être tout projet tant que c'est de l'entrepreneuriat féminin, ça peut être un commerce local ou autre. Oui, on a identifié 8 cibles, notamment ça peut être de l'objet connecté. Ça marche très très bien, notamment ça marche depuis longtemps à l'international sur des plateformes du type Kickstarter, avec donc un marché international. Là, l'idée, c'est vraiment d'offrir un accompagnement, un environnement à des femmes dans des milieux bien précis. Donc, ça peut être le commerce de proximité, ça peut être les métiers de bouche, ça peut être tout ce qui est jeux éducatifs, mais ça peut être aussi la viticultrice ou l'agricultrice qui veut développer un nouveau produit. Et elle peut, comme ça, grâce au crowdfunding, prévendre son chiffre d'affaires et financer finalement sa production en amont. Merci. Pour revenir réellement en termes d'économie numérique, je vais poser une question à Christelle. Sur la plateforme de Bisensory, comment réellement financez-vous? C'est quoi? C'est un système d'abonnement? C'est un achat unique où on peut acheter régulièrement de nouveaux produits? Alors pour l'instant, on ne peut rien acheter parce que le projet il est en cours de prototypage, donc il sortira à la fin de l'année ou tout début 2016. On espère être au CES du coup pour présenter ça. On est parti de l'idée que dans les nouvelles économies des objets connectés, en fait, on ne réfléchit pas en termes d'objets. Maintenant, on réfléchit en termes de services. Si vous achetez un thermostat ou n'importe quel objet connecté dans la maison, vous n'achetez pas l'objet en tant qu'objet, mais par rapport à un service qui va vous apporter. On a un peu raisonné pareil pour l'offre Bisensory, c'est-à-dire que vous aurez ce que vous allez acheter, c'est pas forcément un sextoy, mais c'est plutôt un abonnement à un service de lecture numérique connecté, et de lecture érotique connectée. Après, il y aura la possibilité sans doute d'acheter l'objet, mais du coup, c'est un peu comme vous achetez un téléphone. Si vous ne prenez pas l'abonnement avec, vous allez le payer un petit peu plus cher. Voilà. On est sur des modèles qui s'appuient, nous, très peu aussi sur la rentabilité au niveau de l'objet. On a voulu faire un objet made in France.
il nous coûte très cher à produire, donc on ne peut pas faire beaucoup de marge dessus. Donc on mise tout en fait sur l'achat des contenus et donc sur la récurrence. Donc voilà, on a un abonnement, plutôt les formes d'abonnement. Ouais. C'est important ce que tu viens de dire sur l'objet Made in France, parce que l'économie numérique, on a souvent l'impression que c'est une économie qui est vraiment qui se disperse et qui part souvent à l'étranger, des choses comme ça, alors que souvent les acteurs de l'économie numérique travaillent beaucoup en France et ont souvent à cœur de travailler avec des producteurs locaux. On a tous intérêt à garder notre job ici hein, et d'exporter et d'aller devenir riche aussi un petit peu ailleurs, mais en fait on a toutes les compétences ici. Moi je suis basée à Brest, mais mon associé est à Lyon, donc pour la partie plasturgie, ça sera sans doute fabriqué pas très loin d'ici. Pour la partie tout ce qui est prototypage, design industriel, design électronique, système embarqué, tout est fait à Lannion, parce qu'on est dans Bretagne aussi une terre historique de télécom, donc on a toutes les compétences. Après c'est vrai qu'au niveau des coûts de production, voilà, vous avez deux options. Si on peut donner un seul exemple sur la production du moule, si un moule fait en France, il coûte 50 000 €, il coûte 30 000 € en Chine. Donc vous mettez ça sur un nombre de composants de la chaîne, et bien vous pouvez avoir un projet qui va du simple au double. Après, il y a une question d'engagement, il y a une question aussi de qualité et d'engagement que vous prenez vis-à-vis de vos futurs clients. Donc c'est un choix qu'on a fait au départ. On essaye de s'y tenir, même si parfois c'est pas évident. D'accord. Et aussi sur cette application, donc, par exemple, l'objet pourrait être acheté directement via l'application, ou c'est uniquement l'abonnement et on trouvera l'objet en boutique? Non, alors l'objet il sera vendu bien sûr sur Internet, sur notre site, sur d'autres sites aussi de manière classique de distribution. On espère aussi avoir de la distribution physique, parce qu'il y a de plus en plus de magasins qui sont dédiés aux objets connectés, puisque ça devient vraiment... voilà, on espère qu'il y aura une section coquine aussi rapidement, par exemple chez Leak. Il y a aussi d'autres circuits qui marchent bien pour les objets. Quand on parle de sextoy, c'est la vente à domicile, hein, c'est les ex-soirées Tupperware. Donc voilà, il y a on a plusieurs canaux de vente si on parle vraiment de l'objet. Après, si on parle des contenus, c'est que via l'application ou via le site. D'accord, on voit bien que souvent l'objet, le web peut aussi amener du business physique proche de chez soi et à de nombreuses personnes. Tout ce qui est économie numérique aussi, c'est beaucoup de communication, et je voudrais passer la parole 2 secondes à Marie-Amélie. Tu as un profil très vaste en éditorial et en community management. Aujourd'hui, il y a des géants comme Facebook qui peuvent ouvrir des boutiques en direct et permettre aux personnes d'acheter sur ce type de plateforme, ou même Twitter qui lance aujourd'hui de l'achat direct sur Twitter. Qu'est-ce que ce type d'achat, pour toi, peut apporter aux entreprises ? Comme pour tout, en fait, et Internet a permis de développer son marché de manière mondiale. L'autre jour, j'étais à une soirée chez Google. Google est en train de lancer une initiative qui s'appelle Moteur de réussite. Et en gros, vous avez une boutique à côté de Lille, mais vous pouvez vendre dans le monde entier. Donc clairement, Facebook, Twitter, Amazon ou même eBay au début, n'oublions pas, permettent que votre salon devienne le centre d'une multinationale. C'est pas un risque pour le public d'avoir des boutiques trop dispersées et pour le coup avoir des difficultés à se repérer sur ce que fait réellement chaque personne? Chaque lieu où un potentiel acheteur se trouve correspond à ce qu'il recherche. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude d'aller sur Amazon, vous ne trouverez pas ce qu'il y a sur Amazon. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller sur Facebook, ce sera pareil. Finalement, on s'adapte aussi aux consommateurs en proposant un endroit et un point de vente qui correspond à ce que cette personne recherche. Donc en fait, réellement, aujourd'hui, le numérique permet à chaque entreprise de pouvoir communiquer différemment et d'avoir des nouveaux leviers, des nouveaux points de vente sans avoir réellement à créer de boutiques en ligne, simplement par ces applications. Oui, moi j'ajouterais quelque chose à ce niveau-là, c'est que finalement aujourd'hui le client, grâce à cette diffusion et cette profusion d'informations, est souvent beaucoup plus informé qu'avant. Et ça lui apporte vraiment une force majeure. C'est-à-dire quand il va passer la porte d'un magasin ou acheter une voiture ou acheter un vêtement, il en connaîtra pratiquement autant que la personne qui est dans le magasin, et donc il attend de lui un service. Je crois que c'est ça qui est important, parce qu'en fait, on s'en fout que le magasin il soit en fait à l'autre bout de pâté de maison ou à l'autre bout de la France. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que je peux l'avoir demain ?
Donc c'est toute la force d'Amazon et c'est pour ça que ça a marché, même y compris par rapport aux livres et par rapport à une offre qu'on pouvait avoir de proximité. Je ne veux pas rentrer dans le débat, c'est bien, c'est mal, peu importe, mais c'est qu'on est vraiment dans ces logiques-là de service. Ce que j'achète, c'est voilà, est-ce que je peux l'avoir demain chez moi sans me déplacer? Est-ce que je peux avoir un service où on va me livrer mon frigo dans un créneau horaire que j'ai défini, plutôt que d'avoir un livreur qui va venir en pleine journée, je sais pas là, je vais avoir un avis de passage et puis ça va être la galère pour le faire revenir. Donc en fait c'est vraiment ça, je pense, la différence maintenant, c'est vraiment le service. On peut voir aujourd'hui, sans forcément parler d'Amazon, que de nombreuses entreprises développent ce type de service et même des producteurs locaux lancent des services en ligne pour pouvoir livrer assez rapidement, quoi. Je rebondis de nouveau sur la communication et pour poser une question à Beryl et justement tout ce que Internet apporte avec la communication, les moyens de vendre en ligne. Pour le crowdfunding, je pense que c'est la communication et autour du projet est importante. Chez Mayanona, vous accompagnez la personne qui dépose un projet sur son plan de communication pour financer le projet? Alors, on ne peut pas tout faire gratuitement. Donc le service se paye, mais évidemment qu'aujourd'hui c'est comme dans toutes les branches de l'économie, les réseaux sociaux et Internet apportent de l'innovation. Et je pense que l'innovation dans le financement, c'est vraiment le crowdfunding. Après, ça ne s'improvise pas. On ne peut pas jeter une bouteille à la mer et penser que l'argent va tomber. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Et donc, on est bien obligé, à un moment donné, de prendre en considération le fait que si on veut faire une campagne de crowdfunding, il faut se mettre en avant. Il faut construire son business plan, connaître ses coûts de production, pour savoir à combien on va évaluer sa contrepartie. Donc tout ça, nous, on ne va pas tout faire l'accompagnement, mais on va alerter sur les points sur lesquels il faut travailler. On propose un diagnostic aussi avec un community manager. Et ça, du coup, nous, on a des frais d'entrée que d'autres plateformes n'ont pas. D'accord, donc le business model de Mayanona, c'est des frais d'entrée pour le projet et après, si le projet est finalisé, il y a Exactement. Il y a un pourcentage. Donc, voilà, tout à fait. Donc on prend 150 € alors qu'il y a certaines plateformes qui prennent rien. Nous, on a décidé de prendre 150 € pour vraiment pouvoir apporter l'équivalent d'une demi-journée d'approche sur le dossier. Ce qui finalement est quand même plutôt un beau service. Et puis à la suite de ça, on a une rémunération comme sur les autres plateformes avec un pourcentage de la campagne réussie et en fonction des durées, des montants. D'où l'intérêt de sélectionner en amont les projets plutôt que de pas prendre des voilà, d'où la maturation, d'où le fait que ça met du temps. Ça prend du temps que les campagnes soient finalisées et soient prêtes à être mises en ligne. Exactement. Et justement, sur Internet, aujourd'hui, on a l'impression de pouvoir lancer une boutique en quelques heures. On a mis des produits en ligne et c'est parti. Alors, pas du tout. Et je pense que des entreprises comme Mayanona permettent aussi aux porteurs de projets de tester leurs projets avant. Parce que si une campagne ne fonctionne pas, quelque part, c'est qu'il n'y a pas une réelle attente du public. Alors là, c'est tout l'équilibre entre ton métier et le mien, c'est-à-dire entre la viabilité économique d'un modèle, la bonne communication, le marketing digital et le test produit online. C'est-à-dire que le crowdfunding aujourd'hui, ça permet de faire une étude de marché online et de voir s'il y a une vraie réactivité produit. Par contre, si on le pose comme ça, on s'en occupe pas et on ne construit pas de campagne avec, et ben ça peut pas marcher. Donc il faut créer une communauté autour de son produit. Et ça, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont sur le numérique ont bien compris que sans contenu, sans communauté et sans service, c'est pas possible. Tout l'intérêt justement des communicants et des nouveaux métiers qui émergent aussi de cette économie numérique, comme les community managers. Est-ce que d'ailleurs, tu pourrais nous présenter ce qu'est ce métier, parce qu'on emploie un terme qui pour certaines personnes est peut-être un peu barbare, bien qu'il commence à rentrer dans les mœurs, mais quelquefois, c'est pas toujours compris. Alors, en fait, community manager n'est déjà pas compris de la même manière par tous les gens qui bossent dans le secteur. Certains vont vous dire, alors community manager pour les bons francophones, c'est un gestionnaire de communauté. Alors, soit vous allez faire de la modération, c'est-à-dire que vous avez déjà une communauté et que vous allez l'animer. Voire répondre. Là, par exemple, en ce moment, j'imagine que le community manager des taxis G7 doit pas beaucoup dormir, en fait. Typiquement, c'est le genre de choses. Ensuite, après, vous avez celui qui va créer la communauté.
en tant que j'ai monté ma boîte qui a un petit souci et qui n'existe plus trop, mais du coup j'ai créé la marque et donc j'ai créé la communauté qui allait avec. Donc ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez votre produit, que vous sachiez où vous avez envie de l'emmener, sachant que vous pouvez être surpris aussi par vos futurs utilisateurs. Ça peut aller quelque part où vous n'aviez pas envisagé à la base, mais vous allez créer ce noyau de premiers utilisateurs, de premiers relais d'influence. Le terme influenceur est aussi très souvent galvaudé, mais essayez de vous accrocher à une ou deux personnes qui vont avoir suffisamment envie de parler de votre produit à leur propre réseau. Et là, vous allez faire tache d'huile, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Des métiers qui demandent des grandes compétences, enfin, des différentes compétences très variées pour pouvoir vraiment identifier les personnes qui vont représenter la marque. Oui, alors après, les compétences, il faut juste croire en ce produit, être enthousiaste, pas faire trop de fautes d'orthographe quand même. Inventif. Mais avoir... Oui, alors en ce moment, il y a aussi un autre terme qui est en train de devenir très très à la mode, qui est le growth hacking. Qui est le hack de croissance en fait. Comment est-ce qu'on fait pour avoir 1000 utilisateurs un jour et 100 000 le lendemain? Le growth hacking est basé la plupart du temps sur des choses qui sont pas très légales. Le meilleur exemple de growth hacking, c'est Airbnb qui a hacké, c'est-à-dire qui a piraté un site américain qui est l'équivalent du Bon Coin pour mettre sur ce site-là d'annonces des pubs pour ces locations en Airbnb. Et donc, ils ont gagné énormément d'utilisateurs. Ça, c'est pas très bien. C'est très valorisé en ce moment. Il faut faire du growth hacking. Mais on peut aussi trouver des relais un peu sympathiques, des partenariats, des choses comme ça. Et puis, puiser dans son propre réseau pour développer sa marque. Et nous, on a eu l'expérience de quelqu'un qui est venu avec 5000 followers sur Facebook et tout ça. Donc moi, je me suis dit, bah, ça va aller super bien. Sa campagne, ça va marcher du feu de Dieu. En plus, un produit B2C, c'était impeccable. Et en fin de compte, elle les avait achetés. Donc, il n'y avait aucun taux d'engagement, aucun échange avec sa clientèle ou sa future clientèle. Donc, finalement, ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux avoir 500, 1000, 1500, mais de gens qui sont intéressés par ce que vous faites et qui interagissent avec vous. Tout l'intérêt des nouveaux business créés par Internet où vraiment on a des personnes, on peut... Autant on élargit sa clientèle à travers le monde, mais on peut rapidement identifier des personnes qui sont réellement impliquées sur son produit et qui aiment la marque et le revendiquent. Comme tu disais, le terme influenceur est un peu galvaudé, mais on peut réellement trouver des personnes qui vont représenter la marque et qui le font généralement bénévolement. D'ailleurs, pour Bisensory, il y a déjà des influenceurs qui ont été identifiés ou des personnes qui parlent déjà du produit, l'attendent impatiemment. Oui, alors nous, on a une drôle d'expérience parce qu'on a foiré une campagne de crowdfunding sur une plateforme qui s'appelle Indiegogo. On a un produit qui plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'en même temps, on n'a pas dépassé les 62% au niveau de l'objectif financier. Et en même temps, en 2 mois, on a eu plus de 70 papiers, des passages télé, des passages radio, d'excellents retours médias. Donc, on a validé le concept, le design, donc ça s'est très très bien passé. Mais il se trouve qu'on est sur un produit particulier et qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez souvent aussi, c'est les différences culturelles. On a vu, nous, pendant notre campagne, que tout le monde parle du crowdfunding, mais qu'en France, ce n'est pas si évident que ça encore pour les gens. Et il y a un point qui reste vraiment à travailler, c'est la confiance. C'est-à-dire que nous, on arrive et on a beaucoup de gens qui nous ont dit « mais pourquoi j'aurai que le produit dans 6 mois ? Et est-ce que je l'aurai vraiment ?» Et c'est des questions que les anglo-saxons ne se posent plus. Ils participent régulièrement à des campagnes de crowdfunding et ils savent que le risque, quand on a donné 40-50 $, c'est effectivement peut-être de jamais rien recevoir. Mais ça fait partie de l'aventure et du pari qu'on prend. Voilà. Une mentalité complètement différente. Voilà. Ici, ça a été un peu plus compliqué. Puis nous, on est une petite entreprise, donc on n'a pas les moyens de rassurer comme une grande marque. Donc c'était voilà. Et on a eu un autre frein, c'est qu'on est sur un produit qui ne se viralise pas. C'est-à-dire que si vous achetez un drone, une glacière connectée ou la dernière montre de chez Apple, vous allez envoyer l'information à tout votre carnet d'adresses. Quand vous achetez un sextoy connecté, vous êtes un petit peu plus discret. Et donc, on n'a pas bénéficié en fait des gens qui ont acheté, n'ont pas, parce que c'est souvent comme ça par chaîne que ça fonctionne. Donc voilà. Et aussi, on n'a pas pu faire de publicité sur Twitter, on est interdit de publicité sur Facebook. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment se servir à plein de tout ça. Donc,
l'enjeu, c'est que du coup, la construction de la communauté pour nous, elle est encore plus importante parce que les gens qui nous suivent sont vraiment des ambassadeurs parce qu'on doit pouvoir passer par... Donc, on a construit un club de lecteurs, on a beaucoup de gens qui nous suivent, on commence à travailler avec des blogueurs, on cherche des auteurs qui seront nos meilleurs, voilà. Et on va aussi avoir des logiques de création de contenu, c'est-à-dire que pour exister, il va falloir qu'on fasse autre chose que notre métier. Comme on parle de littérature, il va falloir qu'on crée des événements, qu'on propose des conseils, enfin, il faut vraiment qu'on aille sur d'autres choses pour parler de ce qu'on fait, mais différemment. Voilà. Une nouvelle manière de travailler autour du produit. En même temps, aujourd'hui, on ne le dit pas forcément, mais j'ai cette impression que sur Internet et justement sur les communautés, de plus en plus, des achats de ce type de produits sont assumés, comme tu parlais de leviers tels que des réunions. Non. Pas du tout. L'achat de sextoy n'est pas du tout démocratisé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la sexualité, le fait qu'il n'y a plus de tabou, c'est faux. On le voit tous les jours, nous, quand on doit trouver des investisseurs, rencontrer des banques, faire différentes actions, participer au CES, prendre la parole au MEDEF ou dans certaines réunions, on a énormément de blocages. Voilà. Tout le monde sait que le domaine du sexe et de l'érotisme fait tourner la planète, puisque c'est ça qui a fait marcher des technologies comme l'Internet, le Minitel, la VHS, la vidéo à la demande. Donc tout le monde sait que vraiment c'est là où on gagne de l'argent. Personne ne veut le dire et personne ne veut l'assumer. Voilà. Nous, c'est aussi un de nos combats, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir honte de ce que je fais, parce que j'ai rien inventé non plus. La littérature érotique, elle existe depuis longtemps et elle était bien plus trash au XVIIIe siècle. Le sextoy, je ne l'ai pas inventé non plus. Les objets connectés, c'est une nouvelle opportunité. J'ai simplement fait un mash-up des trois. Et je pense qu'en 2015, on peut être suffisamment adulte et responsable dans la manière de le présenter pour que ça se passe bien. Il y a beaucoup de choses qui risquent encore d'évoluer. Et c'est avec des produits de ce type, justement, qui sont réellement augmentés, que les mentalités peuvent évoluer et justement se démocratiser. Parce que, bon... C'est pour ça que dans ce projet-là, la dimension militante est aussi devenue très très importante, puisque c'est un des blocages qu'on a aussi, c'est parce qu'on traite de plaisir féminin et que dans le domaine de la sexualité, c'est le sujet qui reste quasiment le plus tabou. D'ailleurs, il y a un modèle prévu pour les hommes à terme ou... Oui, on travaille sur des objets connectés et notamment un caleçon vibrant. Bon, on veut nous aussi prendre la main sur la télécommande. Donc à ne pas se tromper, à ne pas mettre à la piscine et pas être électrocuté. Je voudrais passer la parole à Beryl, justement, que Christelle parlait de l'aspect militant. Et donc justement, ce côté militant, donc développer l'entrepreneuriat féminin dans Maïanona. Aujourd'hui, en tout cas de mon regard extérieur, j'ai l'impression que l'internaute ne regarde pas réellement si le porteur est un homme ou une femme, mais regarde avant tout un projet. Donc est-ce que le fait d'accentuer la communication autour de la femme ne peut pas être un frein quelque part, parce que l'internaute pourrait se dire ils mettent en avant une femme et pas forcément un projet? De toute façon, de prime abord, c'est d'abord la qualité du projet qui est la plus importante, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est déjà le principe de base. Après, aujourd'hui, quand vous prenez la réalité, vous avez une start-up sur 10 qui est dirigée par une femme. Vous avez, dans le numérique, on passe à 6%, de 10 à 6. Et aujourd'hui, on représente 60% des diplômes de l'OCDE. Donc, vous voyez bien qu'il y a un petit gap et il y a encore des blocages. Alors, les blocages sont liés aussi à l'éducation, sont liés à notre histoire. Il faut savoir que dans le monde bancaire, on ouvre des comptes sans l'accord de notre mari que depuis 1962. Donc, vous voyez, on revient de loin. Donc, il y a toute une évolution et peut-être, je l'espère, dans 15-20 ans, Maïanona n'aura plus lieu d'être parce que l'équilibre sera résorbé. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Moi, quand j'interviens dans la Fédération française du financement participatif, je suis la seule. Donc, vous imaginez, quand vous avez 25 hommes qui portent des plateformes et que vous êtes la seule femme, bah, c'est pas très facile. Et s'il y avait 20%, voire 35%, c'est le chiffre qui est par tous les experts fixé, bah, ça serait beaucoup plus facile et surtout, ça apporterait de la valeur ajoutée. Et c'est ça, ça serait bon pour les hommes, c'est ça que je veux dire. Oui. J'ai juste une anecdote, c'est que j'ai un jour participé à un concours de start-up et dans le jury, il n'y avait que des hommes. Donc je fais mon pitch et au moment de l'annonce des résultats, le jury dit en fait on n'a pas évalué le projet Bisensory
parce qu'en fait, on n'était que des hommes, et donc on pense qu'on n'était pas en capacité de juger de la pertinence du projet. C'est-à-dire que là, je me trouvais avec des professionnels du numérique, du business, qui ne sont pas capables de juger de la pertinence d'un projet qui s'inscrit sur un marché de 22 milliards de dollars. Voilà. Et donc, le discours, on est des hommes, on ne peut pas juger d'un projet de femmes. C'est pas tout le temps, j'ai caricature, mais n'empêche que ça existe encore et que donc du coup, on a encore besoin d'avoir des actions militantes. Parce que voilà, je ne porte pas un projet de bonne femme, soyons clairs. Complètement, c'est pour ça que je posais cette question à Beryl, parce que dans ma mentalité, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Mais... Voilà. Et donc l'idée de Mayanana, c'est vraiment de créer une communauté autour de le fait de booster cet entrepreneuriat et de faire en sorte que les femmes soient plus représentées et on le sait aujourd'hui que c'est bon pour l'économie. C'est un vecteur de croissance fort, puisque si on reprend les chiffres de l'OCDE, c'est 1% de croissance. Si on était à la parité, c'est 1% de croissance par an pendant 20 ans. Donc ça veut dire 10 points de croissance, c'est énorme. Donc, vous voyez, il y a un vrai enjeu économique là-dessus. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, sur la communauté qu'on construit tous les jours, puisque nous, on est en phase de construction, eh ben, on n'est pas loin de la parité. C'est assez étonnant. Et moi, aujourd'hui, je reçois 2-3 mails par jour d'hommes dans l'économie qui font de la veille pour moi et qui me disent « Oh, regarde Beryl, il y a un article pour toi, mets-le donc sur ta page Facebook. » Donc aujourd'hui, j'ai même des hommes qui font de la veille pour moi. Voilà. Donc on a bien compris que c'était pas du tout contre, mais bien avec. Complètement. Il y a de nombreux... Enfin, aujourd'hui, dans le numérique, justement, c'est pour ça cette question me semblait essentielle, parce que ça devient de plus en plus rare, à mes yeux en tout cas, d'avoir cette séparation homme-femme sur du projet, comme sur des métiers comme de la communication. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de femmes qui font aussi des très bons boulots que d'hommes aussi. Alors merci de penser que tout va bien dans le meilleur des mondes. On n'y est pas encore. Hein. On n'y est vraiment, vraiment pas encore. L'exemple que Christelle vient de dire, on n'est pas capable de juger un projet. Malheureusement, c'est encore souvent le cas. Nous, chez Girls in Web, on est une association qui est mixte. On doit avoir 3% de membres hommes. À chaque fois qu'on organise des événements, le seul prérequis qu'on a, c'est que les intervenants sont des intervenantes pour développer les rôles modèles. Et en fait, c'est ça qui va nous sauver, c'est les rôles modèles. C'est pas de dire qu'on va être plus forte que vous, on va vous battre et tout. C'est juste de dire que cette mixité-là, homme-femme, est aussi manquante que la mixité qu'on a. Il n'y a pas que les écoles de commerce dans la vie, il n'y a pas que les écoles d'ingénieurs dans la vie, il y a aussi la fac, en l'occurrence, ou n'importe quelle autre chose. Quand on regarde l'univers et l'écosystème start-up à Paris, on n'a que des petits mecs qui sortent d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieurs et qui pensent pareil. Et en fait, c'est ça aussi la mixité. C'est voir une autre manière, c'est de voir d'une autre manière les choses. Ça peut aussi permettre à certaines entreprises d'éviter des bad buzz, le fait d'avoir une mixité au sein de leurs équipes, puisqu'on a vu quelquefois des entreprises très connues qui lancent une opération interdite aux femmes ou des choses comme ça. Si on avait plus de femmes, je pense, dans leur bureau, ils seraient peut-être passés à côté de ça. On parle de Rue du Commerce qui avait lancé une opération interdite aux femmes. C'était pour la Saint-Valentin, non, ou quelque chose comme ça? Dans cette période, oui. Ouais. Bon, chacun son humour. Hein. Je pense que ça leur est retombé dessus parce que personne n'a compris que quelque part, loin, ça devait être drôle. Voilà. Je ne sais pas si ça peut garantir contre le bad buzz, mais par contre, ça peut garantir un usage plus large, éventuellement. Et justement, peut-être éviter certains remous. Mais ouais, non, Rue du Commerce, c'était très intéressant à suivre. C'est intéressant à voir, en espérant que ça n'ait pas été un bad buzz calculé. Comme certains croient encore que c'est... Je crois que c'était un peu fait exprès, mais ça s'est vraiment retourné contre eux. Oui. Parce qu'on voulait passer des nouveaux modèles économiques. Je crois qu'il faut aussi dire que pour les femmes, le numérique, c'est une chance incroyable, c'est une super opportunité. Moi, je ne réfléchis pas comme ça, franchement, mais il y a des barrières, donc il faut continuer. Il faut encourager les filles à nous rejoindre. Moi, je suis très contente d'avoir pu engager une développeuse mobile dans mon équipe, mais c'est rare, parce qu'elles ne sont pas encore assez nombreuses quand même dans les formations. On est quand même maintenant aussi dans des économies collaboratives. Donc, moi, par exemple, je ne suis pas ingénieure, mais ça m'empêche
n'empêche pas maintenant de pouvoir monter une start-up parce que on peut trouver les compétences, on peut travailler de manière explosée dans différents centres, merci Skype, que tous ces nouveaux outils en fait permettent de créer de la valeur. C'est-à-dire que moi, sans ces outils-là, sans l'impression 3D par exemple pour faire du prototypage, j'aurais jamais pu me lancer parce que ces phases-là m'auraient coûté beaucoup trop cher. Donc en fait, il y a quand même beaucoup d'opportunités à saisir, qu'on soit un homme ou une femme, et beaucoup de nouveaux modèles économiques à inventer, même sur parfois des métiers anciens. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais de sextoy qui avait eu un modèle économique récurrent basé sur de la vente de contenu. Bon, voilà, c'est des nouvelles opportunités, et je pense qu'il y en a encore plein d'autres. Oui, et comme tu disais, c'est difficile quelque part aujourd'hui de trouver une développeuse, ça paraît encore être un milieu uniquement masculin. Non, mais à partir du moment où vous avez à peine 20% de filles dans les écoles d'ingénieurs, ça dépend des écoles. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a des personnes comme Xavier Niel, par exemple, avec l'école 42, oui, qui laisse la chance aux compétences et non... Même à l'école 42, vous n'avez pas tant de filles que ça. Je connais bien, puisque le directeur adjoint de l'école 42 est investisseur chez nous. Donc, il n'a pas non plus énormément de filles. Parce que le culturel et le changement de la société, il va falloir encore attendre quelques années, et de dire aux filles, vous pouvez aussi être développeuses, vous pouvez et arrêter de les envoyer dans faire de la microbiologie ou des choses qu'on pense plus féminines. Voilà, ça va s'arranger, mais il y a encore du boulot. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que moi, je crois beaucoup à la génération qui arrive, parce qu'elle est justement très décomplexée sur les réseaux sociaux, et elle sait utiliser le numérique, le crowdfunding, la communication pour se mettre en avant. Et donc, il faut utiliser nos expériences et nos compétences pour les aider à justement prendre leur juste place. Merci à vous d'être venu pour cette table ronde et d'avoir eu des échanges aussi riches. Personnellement, j'ai appris pas mal de choses et je croyais encore qu'on était dans un monde plus évolué, mais heureusement, vous êtes là avec nous pour continuer à faire évoluer les choses. Donc, suivez bien ces trois personnes pour voir tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans l'économie numérique.